Pour aborder le concept d'estime de soi, je vous propose le plan suivant. Dans un premier temps, nous examinerons les approches théoriques. Nous commencerons par l'approche intrapsychique de James, puis l'approche interpsychique de Kuhl et l'approche développementale et multidimensionnelle de Harter. Dans un deuxième temps, nous regarderons les effets du contexte et plus particulièrement du contexte scolaire sur l'estime de soi. Dans un troisième temps, je vous proposerai de tester votre compétence. Et enfin, je vous présenterai une enquête sur l'estime de soi des adolescents. Mais revenons à notre classe. Cette classe où, pour comprendre les comportements motivationnels des élèves, il nous faut commencer par en connaître les déterminants. Intéressons-nous maintenant aux représentations de soi et pour commencer plus particulièrement donc au constat d'estime de soi. Dans le troisième diaporama, nous examinerons le concept de sentiment de compétence. L'estime de soi est la valeur qu'un individu s'attribue. C'est un regard global sur soi qui correspond à un jugement de sa valeur en tant que personne. Est-ce que je m'aime comme je suis? Est-ce que j'aimerais changer beaucoup de choses de moi? Certes, ce n'est pas la première fois que l'enfant à l'école reçoit de son environnement social des représentations le concernant. Mais jamais ces représentations n'ont été aussi nombreuses, ni ont autant porté sur ses capacités et sur son intelligence. L'estime de soi se construit, on ne naît pas avec. L'estime de soi se construit, mais se déconstruit et se reconstruit au cours des expériences de vie, au fil des interactions avec autrui, par le jeu du miroir social et du regard de l'autre. Deux approches théoriques ont fondé le concept de soi en psychologie. Celle de William James, que nous allons examiner de suite, et celle de Charles Cooley. La première est une approche intrapsychique, car elle considère que l'estime de soi se construit entre deux représentations internes, le soi tel qu'il est, également appelé le soi réel ou le soi actuel, et le soi qu'on voudrait atteindre, le soi idéal, le soi de nos ambitions. La deuxième, celle de Charles Cooley, est plutôt une approche interpsychique, car elle considère que l'estime de soi se construit essentiellement par le miroir social, l'image que les autres nous renvoient de nous, ou plus précisément, l'image que nous imaginons que les autres ont de nous. Mais pour William James, l'estime de soi se construit entre succès et ambition. C'est comme si l'estime de soi était un quotient avec au numérateur des réussites effectives, réelles, vécues par la personne, et au dénominateur les ambitions que cette personne a pour elle-même. Réfléchissons et pensons à nos cours de mathématiques. Quand on a un quotient et qu'on veut l'augmenter, on a deux solutions. Soit on augmente le numérateur, soit on diminue le dénominateur. Augmenter le numérateur signifie qu'on augmente les réussites de l'élève. C'est possible. Mais il faut mettre en place alors des pratiques de pédagogie différenciées. Attention à ne pas créer cependant des situations de réussite artificielles, car les élèves ne sont pas dupes, et ils attribueront leur réussite à la facilité de la tâche. Il faut garder à la tâche une certaine complexité et mettre en place un accompagnement pour aider l'élève à mieux gérer sa confrontation avec la difficulté, y compris sur le plan émotionnel. Mais on peut aussi
pour augmenter ce quotient, diminuer le dénominateur. Bien entendu, il n'est pas pédagogiquement concevable de diminuer les ambitions de réussite scolaire des élèves. Mais parfois, pour certains élèves, il peut être nécessaire de les aider à mettre la barre moins haut et relativiser une trop grande importance qu'ils accordent à ce domaine. Mais si l'enseignant ne va pas agir sur le numérateur, les élèves peuvent le faire d'eux-mêmes. Car s'ils diminuent leur ambition scolaire, s'ils se disent que c'est un domaine qui n'a pas d'importance à leurs yeux, cela peut leur permettre de relativiser l'importance de leur échec dans le domaine et rehausser leur estime de soi. Vous aurez bien compris que cette stratégie va protéger leur estime de soi, certes, mais elle est risquée, car ces élèves vont avoir tendance à moins travailler, à diminuer leur engagement scolaire et se créer ainsi les conditions d'une spirale de l'échec. Nous venons là de découvrir ce que nous appellerons une stratégie auto-handicapante et qui fera l'objet d'un développement ultérieur dans ce cours. Autre approche de l'estime de soi, approche dite interpsychique, celle de Charles Cooley, qui a développé le concept de soi en miroir. Les autres, en effet, sont pour Cooley le miroir de soi-même. De la même façon dont nous apercevons notre visage, nos traits, notre silhouette, nos vêtements et notre apparence dans le miroir, et que nous en sommes ou non satisfaits, nous percevons dans l'imagination, dans l'esprit d'autrui, quelques idées de notre look ou de notre allure, de nos manières d'être et d'agir, de nos traits de caractère, etc. Et nous en sommes plus ou moins affectés. Pour Cooley, le jugement imaginé des autres est fondamental dans la construction du soi. L'image que chacun se fait de lui-même est le résultat de cet imaginaire individuel qui se développe à partir du regard des autres posé sur lui dans le processus d'interaction sociale. L'école installe autour de l'enfant des miroirs qui lui renvoient une image très nette de lui-même. Ces miroirs sont divers. La notation, les paroles de l'enseignant, les paroles des pairs, leur regard et tout ce que nous imaginons qu'ils contiennent. L'école peut être une source importante de développement de l'estime de soi des élèves, mais elle peut aussi être une source de valorisation, mais aussi une source de dévalorisation. Le jugement imaginé des autres est fondamental dans la construction du soi. C'est en tout cas le message que nous envoie la théorie de Cooley. Troisième théorie, l'approche développementale et multidimensionnelle de Harter. Cet chercheur a pu constater que les plus jeunes enfants ont tendance à se survaloriser. De la même façon qu'elle a constaté que les préadolescents et les adolescents, au-delà de 19 ans, présentent une meilleure estime de soi que les 15-18 ans. Tiens, 15-18, c'est exactement la période du lycée. Peut-être faudrait-il envisager d'y mettre plus de psychologues et de lieux d'écoute pour cette étape de fragilité narcissique. Pendant ces premières années, l'enfant dépend entièrement du jugement de ses parents. Il se sent comme il pense que ses parents le voient. Le regard de ses parents est le premier miroir dans lequel un enfant se voit. Il lui reflète une image qu'il va progressivement intérioriser en constituant ainsi une image plus ou moins favorable. Puis, en allant à la crèche, puis à l'école, l'enfant est confronté à un monde social élargi.
Certaines recherches montrent que les enfants identifient très rapidement les opinions des personnes à qui ils veulent plaire et qu'ils essayent d'adapter leur comportement en conséquence. On estime, par exemple, que le regard des enseignants et des parents compte beaucoup pour la construction de l'estime de soi scolaire. Pour les ados, le regard des parents s'estompe un peu avec l'âge. Puis pour d'autres estimes, comme l'estime sociale ou l'apparence physique, c'est plutôt le regard des pairs qui comptera le plus. Car le concept d'estime de soi n'est pas un concept unidimensionnel, c'est un concept multidimensionnel. Il y a bien une dimension globale de l'estime de soi, mais aussi des estimes de soi plus spécifiques. Par exemple, pour l'âge scolaire, de 6 à 12 ans, Suzanne Harter considère qu'on peut différencier les estimes de soi scolaires, comment je me valorise dans la classe lorsqu'il s'agit d'apprendre, l'estime de soi sportive, comment je me valorise dans les activités physiques comme la course, le foot, les bagarres, les jeux de la récréation. L'estime de soi apparence physique, est-ce que je me trouve beau, belle, est-ce que j'aime mon visage, mon corps? Et l'estime de soi sociale, est-ce que je me fais facilement des amis, est-ce que je me sens seul? L'estime de soi globale n'est pas la somme de ces estimes de soi spécifiques, mais elle peut être influencée, pondérée par elle. La pondération de l'effet va dépendre des caractéristiques personnelles, mais aussi de l'âge et du contexte. On estime qu'à l'âge scolaire, ce sont les estimes de soi scolaires et sportives qui pèsent le plus sur l'estime de soi globale. À l'adolescence, c'est l'estime de soi apparence physique qui va plutôt jouer un rôle important sur l'estime de soi globale, notamment chez les filles. De la même façon que on va considérer que c'est plutôt le regard des parents et des enseignants qui vont avoir une importance dans le développement de l'estime de soi scolaire, et plutôt le regard des pairs qui va jouer en ce qui concerne l'estime de soi sociale ou l'estime de soi apparence physique. Examinons maintenant les effets du contexte sur l'estime de soi. Posons-nous cette question. Un élève en difficulté se dévalorise-t-il plus lorsqu'il est dans une classe spéciale, une classe où l'on a regroupé des élèves qui ont des difficultés, ou dans une classe dite normale, ordinaire, c'est-à-dire ces classes hétérogènes qui mixent les élèves qui ont des difficultés avec ceux qui n'en ont pas? On pourrait se dire que ces classes homogènes, spéciales, sont stigmatisantes pour les élèves qui y sont, et qu'il vaut mieux être dans une classe ordinaire, moins stigmatisée. Et pourtant, paradoxalement, les chercheurs ont montré que l'élève en difficulté se dévalorise moins dans ces classes que lorsqu'il est en classe ordinaire. Ce phénomène a été appelé effet marot-grenouille par les chercheurs parce que c'est comme la grenouille. Quand elle est dans la petite mare, elle se voit grande, et quand elle est dans la grande mare, elle se voit petite. Eh bien, c'est la même chose pour l'élève qui a des difficultés. S'il se compare avec des élèves qui sont comme lui, en difficulté, il va moins se dévaloriser que lorsqu'il se compare à des élèves qui réussissent mieux que lui. Pour son estime de soi, il faut qu'il puisse se comparer à des élèves qui lui ressemblent.
Cela doit nous interroger sur la question de l'inclusion des élèves à l'école, des élèves en situation de handicap, mais ce n'est pas notre sujet ici. L'effet Marot-Grenouille signifie donc que l'estime de soi dépend plus de la place de la personne dans son groupe que de la place du groupe dans le système. Car l'estime de soi se construit toujours par une comparaison sociale. Nous l'utilisons sans cesse pour mieux nous connaître et nous positionner face aux autres. L'estime de soi se construit par comparaison sociale, c'est-à-dire en nous comparant aux autres. Maintenant, je vous propose un test. Rentrée chez elle, une petite fille dit à sa mère: « Maman, à l'école, Angèle et les autres, elles ne me prennent jamais pour jouer. » D'après vous, quelle est la réponse susceptible de mieux aider cette petite fille qui doute d'elle-même? Je vous propose la réponse A. Angèle est une idiote, et ses copines aussi. Ne t'occupe pas d'elles, tu n'as qu'à jouer dans ton coin tranquillement, et si elles ne sont pas gentilles avec toi, j'irai voir ta maîtresse. Réponse B. Ah zut! Et ça te rend triste? Bon, raconte-moi ça. Qu'est-ce qu'elles te disent exactement? Et que fais-tu alors? Réponse C. Ah, elles te prennent jamais pour jouer? Je vois, je vois. Ça te rappelle quand tu étais petite et que les grands ne voulaient pas jouer avec toi, hein? Et c'est pour ça que cette année tu as de moins bonnes notes. Tu as peur de ne pas être intéressante, que plus personne ne t'aime. Vous avez choisi votre réponse? Et c'est la A? Vous êtes un peu interventionniste, non? C'est risqué pour l'estime de soi. Si les interprétations sont vraies, l'enfant va penser qu'il est transparent au regard des autres, que les parents sont tout-puissants et comprennent mieux que lui ce qui se passe et ce qu'il faut faire. Et chez certains, cela dure toute la vie. Si en revanche les interprétations sont fausses, l'enfant se sentira seul et incompris. Même ses parents ne peuvent se rapprocher de lui. Vous avez répondu C. Vous êtes plutôt intrusif et interprétatif. Le risque est que la fillette en arrive à la conclusion que les personnes qui la rejettent ou la critiquent sont sans valeur, ce qui est une façon artificielle de protéger son estime de soi. Sans sa mère ou son défenseur, elle ne peut être socialement reconnue, ce qui n'est pas bon non plus pour l'estime de soi. Vous avez répondu B? Bravo, je vous félicite. Avant de prendre position, vous cherchez à comprendre comment l'enfant voit la réalité. Bénéfice pour l'estime de soi. Se sentant important et respecté, l'enfant participera à la recherche de solutions. Je vous propose maintenant de vous présenter une enquête sur l'estime de soi des adolescents. Une population d'élèves a été questionnée 7 ans après leur entrée en 6e. Certains ont intégré des classes générales, d'autres professionnelles, d'autres sont entrés en apprentissage. Il y a des garçons, des filles et des élèves dont les origines culturelles sont diverses. Les questionnaires qui leur sont proposés visent à évaluer 3 dimensions. L'apparence physique, les relations avec les pairs et la confiance en soi. Exemple d'item qui constitue le questionnaire sur l'image de soi physique. Je voudrais avoir une apparence différente. Je suis globalement satisfait de mon physique.
J'aimerais bien que mon visage soit différent. Je suis satisfait de ma taille et de mon physique. Item relatif à l'image sociale. Je suis très apprécié par mes copains. J'ai un ami proche auquel je peux vraiment me confier. J'ai beaucoup de copains. Je me sens à l'aise avec les jeunes de mon âge. Et enfin, item sur la confiance en soi. Je suis souvent content de moi. Je me laisse souvent influencer par les opinions des autres. Je me sens capable de faire les choses aussi bien que les autres. Quand j'entreprends quelque chose, j'ai souvent peur de ne pas réussir. Regardons l'influence de différents facteurs sur ces différentes dimensions de l'estime de soi, et notamment l'effet du genre. On a pu constater que les garçons ont une meilleure estime de soi que les filles. Les filles sont beaucoup plus insatisfaites sur le plan de l'apparence physique, un domaine auquel elles accordent beaucoup plus d'importance à l'adolescence que les garçons. Mais la période de l'adolescence, qui est une période de transformation physique importante et qui est plutôt valorisante pour les garçons, est plus difficile à vivre pour les filles. La recherche n'a pas trouvé d'effet de la situation socioculturelle de la famille. Que les élèves soient issus de familles monoparentales, de parents divorcés ou pas, on ne constate pas de différence. Ceci pouvant s'expliquer par le fait qu'à cet âge, les adolescents se sont émancipés du regard familial et celui-ci pèse moins qu'auparavant. En revanche, on a pu constater que la nature des relations parents-enfants a un effet. Plus les parents ont une éducation basée sur la construction de l'autonomie, et plus l'estime de soi des enfants est élevée. Les effets de l'origine culturelle. L'enquête a pu établir que les jeunes originaires du Maghreb et d'Afrique noire ont une estime de soi plus élevée dans le domaine du social et de l'apparence physique. Mais qu'en revanche, les jeunes, dont les parents sont originaires de l'Asie du Sud, ont une estime de soi plus faible en apparence physique et ont une confiance en soi également plus faible. On a également mesuré le lien entre l'estime de soi et le degré de satisfaction par rapport à son établissement. Plus le jeune est satisfait de son établissement, et plus son estime de soi est élevée. Plus les jeunes estiment leur établissement sélectif, et plus leur confiance en soi diminue. Après l'estime de soi, nous allons examiner un concept un peu différent, qui est celui de sentiment de compétence ou sentiment d'auto-efficacité. Ce sera l'objet de notre prochain diaporama.